qu'est-ce que c'est que le système financier? Eh bien, c'est très simple. Le système financier, on va le définir par sa composition. Il est composé de l'ensemble des agents à capacité de financement et de ceux à besoin de financement. C'est une première distinction. Vous allez voir qu'il y a d'autres composantes. J'espère que ça vous rappelle quelques bons souvenirs. Les agents à capacité de financement, ce sont des agents dont l'épargne est supérieure à l'investissement, je vous rappelle, et au contraire, les agents à besoin de financement, ce sont des agents dont l'épargne est inférieure à l'investissement et donc qui ont besoin de se financer pour l'investissement. Mais c'est aussi des produits financiers, donc ce sont des agents, ce sont des produits financiers qui vont être le support des transactions entre ces agents. Donc on a, si vous voulez, des offreurs et des demandeurs, comme sur tous les marchés, et puis on a des produits qui vont faire l'objet des transactions. Ce sont aussi des technologies et des règles qui vont permettre leur rencontre. Et on va beaucoup insister aujourd'hui sur cet aspect technologique parce que, effectivement, les technologies de l'information et de la communication révolutionnent l'organisation et l'efficacité des marchés financiers. Alors, les composantes du système financier, là, c'est pas la question des acteurs et de ce qui s'échange, c'est plutôt le compartiment des marchés ou des différents types de marchés qui sont englobables ou incorporables dans cette idée de système financier. Alors, il y a le marché monétaire, dont on a étudié les tenants et les aboutissants. Donc, ce marché monétaire, eh bien, il s'échange de la monnaie au niveau national pour le financement de l'économie. Et je vous rappelle que la Banque centrale est là pour réguler ce marché monétaire. Pourquoi elle le régule? Eh bien, parce que, par exemple, dans le cadre européen, elle a pour mission, cette Banque centrale, de lutter contre l'inflation. Donc, le marché monétaire. Mais il y a le marché d'échange, le fameux Forex, je vous rappelle, où là, à travers ces places délocalisées à travers le monde, eh bien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, s'échangent des devises contre des devises. On avait donc étudié ce marché d'échange. Le volume d'échange sur le marché d'échange est quotidiennement d'à peu près 4 000 milliards de dollars. Donc c'est pour vous dire un peu l'importance des transactions financières. Là, je ne parlais que du simple marché d'échange. Et puis on a le marché des valeurs mobilières de placement, des VMP, ce qu'on appelle le marché financier à proprement parler, les bourses de valeurs. Ce sont des termes qui sont équivalents. Donc troisième composante et composante centrale, du moins par la symbolique, de ce système financier. En termes de montant échangé, le marché, les bourses de valeurs sont ridiculement modestes par rapport à ce qui se passe sur le marché monétaire et surtout sur le marché d'échange. Donc les flux de capitaux sont beaucoup plus importants sur les deux premiers marchés que sur le marché des actions et des obligations. Alors, ce système financier, on peut l'approcher au niveau national. Il existe un système financier français particulier, mais ce système financier, évidemment, est englobé du fait de la politique monétaire commune et de la monnaie unique dans un système financier européen. Et il existe aussi un système financier global, c'est-à-dire, et c'est ça la nouveauté, il y a un système financier qui fonctionne en réseau sur l'ensemble de la planète. Alors, ce système financier mondial, il faut le concevoir comme un réseau de réseaux. Il y a des réseaux nationaux, et ces réseaux nationaux sont interconnectés entre eux, et c'est cette interconnexion qui constitue le système financier global. Il n'y a pas une institution, des instances mondiales de finance. C'est simplement la connexion de ce qui peut exister au niveau local. Alors, la confusion monnaie-finance, effectivement, c'est une caractéristique de cette globalisation financière. Avant, il y avait une très nette distinction entre ce qui relevait des actifs financiers et ce qui relevait des actifs monétaires. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus flou, et on passe de l'actif monétaire, du support monétaire, à l'actif financier, style titre de créance ou titre de propriété, d'une manière beaucoup plus souple et beaucoup plus facile qu'on le faisait auparavant. Alors, ça nous renvoie à la diversité des transactions. Donc, les transactions dans le système financier, elles vont porter
sur de la monnaie, donc là on est dans un cadre national, elles vont porter donc sur le marché monétaire, elles vont porter sur des devises, elles vont porter sur des titres de créance. Les titres de créance, ce sont des reconnaissances de dette. Quand on a parlé de titrisation des crédits immobiliers américains, d'où vient la crise des subprimes, eh bien, précisément, c'est de ça dont on parle. On a transformé des prêts immobiliers en titres de créance. Et puis, de plus en plus, ce sont des matières premières. Alors, pas les matières premières directement, mais leur cotation est directe ou par le moyen de produits dérivés, qui sont autant d'occasions de placement et d'optimisation de l'épargne des intervenants sur les marchés financiers. Donc, ça peut être aussi des matières premières. Mais je dirais que la matière première, elle est là en tant que support. Ce n'est pas ça qui intéresse l'intervenant sur le marché. C'est la valeur de l'indice des matières premières. Mais que ce soit du cacao ou du riz, pour lui, ce n'est pas un problème. Et de toute façon, il ne verra jamais la marchandise. La monnaie et les autres actifs financiers sont donc de plus en plus confondus dans le système financier. Et c'est ça la grande nouveauté. C'est que on ne peut plus vraiment distinguer le placement en argent pur et le placement en actifs financiers. Alors, cette globalisation financière, eh bien, elle est très progressive, mais en même temps très rapide, puisque c'est un phénomène qui s'amorce dans les années 50, mais je dirais que le développement est très très lent, et puis aux alentours des années 80, on va avoir une accélération de la globalisation, une montée en puissance de la globalisation, comme on dit, une croissance exponentielle de la globalisation financière. Je dis à peu près début, milieu des années 80, on peut dater le début du phénomène. Et donc la finance devient l'activité économique la plus globalisée. Ce n'est pas la production qui est le plus globalisée, ce n'est pas le luxe ou les œuvres d'art, c'est la finance. Et on va voir effectivement l'ensemble des répercussions de ce fait sur le système économique. Alors, quels sont les différents axes de la globalisation ? Eh bien, d'abord, on a une connexion informatisée des différents marchés et systèmes au niveau mondial. Et ça, c'est très très important pour expliquer effectivement le développement de la finance moderne. C'est l'omniprésence de l'informatique et de la connexion des réseaux entre eux. C'est très très important pour comprendre effectivement ce développement. On a donc des cotations et des transactions qui sont 24 heures sur 24, aujourd'hui 7 jours sur 7. Si vous regardez sur un planisphère, si vous regardez les grandes bourses de valeur par exemple, eh bien vous apercevrez qu'il y en a toujours une ouverte. Sydney, Hong Kong, Francfort, Paris, Londres, New York, et puis vous allez faire le tour de la planète, ce qui fait qu'on peut acheter des titres à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Il y a toujours une place financière qui est ouverte. De toute façon, on peut passer des ordres d'achat et de vente, même quand la bourse est fermée. Ça déterminera, si vous voulez, les courbes d'ouverture. Donc, c'est sans interruption. Alors, ce phénomène, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais qui est un phénomène à la fois relativement nouveau et très inquiétant, c'est la robotisation des transactions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les transactions, elles sont plus forcément passées par un être humain. On détermine à un moment donné, voilà, j'achète les acheteurs de titres, par exemple, ils disent, voilà, j'achète ce titre à partir de tel montant. Mais c'est la machine elle-même qui va voir quand le montant est atteint et qui va acheter, qui va passer l'ordre toute seule. On peut passer des milliers d'ordres dans une microseconde de cette manière-là. Et on estime aujourd'hui qu'aux États-Unis, c'est plus de 50% des transactions sur les titres qui sont gérées par ces machines, donc à très très grand débit. Et en Europe, on est, les derniers chiffres que j'ai lus, c'est de l'ordre de 30%. Donc un tiers des transactions sont aujourd'hui robotisées. J'attire votre attention sur le fait que ça multiplie les risques, parce que vous pouvez avoir un paquet d'ordres convergents pour l'effondrement ou au contraire la surévaluation d'un titre, qui vont être passés simultanément, voire sur plusieurs places financières au niveau mondial. Donc c'est un accélérateur de risque que cette gestion par des robots des ordres d'achat et de vente. Il est question d'ailleurs, dans la problématique de la réforme
du système financier, une réforme vers plus de prudence. Il est justement question d'ailleurs de limiter l'intervention de ces robots. Intensification de la déréglementation et du décloisonnement des marchés. Effectivement, on a cru, depuis les années 80, on a affirmé ce dogme, et on peut parler d'un dogme, parce que ça repose sur rien, de l'efficience des marchés. Vous verrez ça quand vous ferez de la finance, la théorie de l'efficience des marchés. Voilà, les marchés sont les institutions les plus efficientes en matière économique et particulièrement en matière financière. Donc, il faut les laisser faire. S'il faut les laisser faire, il ne faut pas les contraindre. S'il ne faut pas les contraindre, il ne faut pas les réglementer. Donc, depuis les années 80, l'histoire de la globalisation financière, mais l'histoire aussi de l'évolution des systèmes financiers, c'est l'histoire de leur déréglementation. Laissons faire les forces du marché. Décloisonnement qui va avec, c'est-à-dire qu'on a dit voilà, les marchés sont trop compartimentés, donc ils sont trop étroits. Eh bien, si on les ouvre et on les interconnecte, ça va générer plus de trafic et ils vont être plus efficaces. Alors, je note jusqu'à la crise financière de 2008, puisqu'effectivement, on a compris lors de cette crise financière qu'il fallait peut-être pas aller trop loin dans la déréglementation, qu'un certain nombre d'acteurs avaient tendance quand même à faire un peu n'importe quoi. Quand je dis un peu n'importe quoi, c'est qu'ils adoptaient des comportements dont ils ne mesuraient pas les conséquences. Donc, c'est le contraire d'un comportement prudentiel. Et bien, c'est à l'origine, effectivement, de la crise dite des subprimes. En tous les cas, toute la première histoire de la globalisation jusqu'à aujourd'hui, c'est l'histoire de la déréglementation d'une manière générale et de l'omniscience, de l'omnipotence du marché comme institution économique la plus efficace possible.